Puis, il avait déjà prévenu mon mari à l'époque, quand il était demandé maman, elle doit finir l'école. Et donc, il faut qu'elle ait son master. J'avais dit OK. Donc, il passait le temps à appeler, il m'appelait pas moi, il appelait lui. Il demandait quand est-ce qu'elle commence. Puis j'ai vu comment tu as résolu les exercices. J'ai vu c'était les trucs d'inattention. Normalement, ça doit bien se passer. J'ai eu travail comme un autre 80%. Audrey te fait. Non, mais quand tu es dans un environnement où tu es étrangère, où tu es une petite fille, parce que d'abord, en général, c'était du traitement avec des papas. Et mon chef, le truc qu'il m'a dit et qui m'a dit jusqu'à la fin, c'est que tu ne t'imposes pas assez. Là où j'ai eu l'impression, il y a des secteurs en Europe là où les Noirs ne sont pas encore, je ne veux pas dire ne sont pas bienvenus, mais ils ne sont pas encore, on les rencontre pas encore assez rapidement. Salut à tous et bienvenue dans Diaspora Talk, le podcast qui donne la parole aux personnes de la diaspora pour raconter, sans filtre, leur parcours, leurs défis, leurs échecs et surtout leurs réussites. Je me présente, moi c'est Ulrich Ngankam et aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. C'est notre tout premier épisode, un moment que j'attendais, qu'on attendait bien sûr tous, parce que je suis convaincu, nous sommes convaincus en fait, que nos histoires méritent d'être entendues et surtout racontées et partagées. Ici, on va parler vrai. On va parler études, on va parler galère, on va parler boulot, on va parler intégration, rêve, échec, rebond et surtout réussite. Bref, on va parler de la vie en diaspora. Avec un bonus, elle sera racontée par ceux mêmes-là qui la vivent. Pour ce premier épisode, je ne suis pas tout seul, bien sûr. Je suis accompagné du grand prof, de Zenti. Je dirais même docteur Zenti, pour ceux qui le connaissent, qui sera mon copilote dans cette conversation. Ensemble, on va poser des questions, on va réfléchir, on va rire et surtout, on va écouter. Aujourd'hui, on reçoit deux invités inspirants, deux membres de notre diaspora, avec deux parcours totalement différents. Une femme, passée par les études ici en Allemagne, qui a pris son destin en main et travaille aujourd'hui à son compte comme diététicienne. Une voix féminine, entrepreneuriale, engagée dans le bien-être et la santé. Et pour équilibrer les choses, nous avons aussi un homme, lui aussi passé par le chemin des études, qui a trouvé sa voie et bosse aujourd'hui dans son domaine. Son expérience, ses choix, ses défis vont nous éclairer sur d'autres réalités. Ensemble, ils vont nous raconter leurs débuts ici, leurs galères et leurs moments de fierté pour montrer qu'il n'y a pas qu'un seul chemin vers la réussite, mais plusieurs voies, parfois inattendues. Alors, prenez votre verre d'eau, une tasse de café, un verre de jus d'orange et détendez-vous. La politesse m'impose de commencer par la belle dame que nous recevons aujourd'hui. Alors, Eunice, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Ulrich, merci pour l'invitation. Je vais très bien. Merci de le demander. J'espère que toi aussi. Je vais bien. Comme je te l'ai dit en off, je suis ravi, nous sommes ravis de t'avoir auprès de nous aujourd'hui, surtout pour ce premier épisode. C'est un vrai plaisir de t'avoir parce que, comme je t'ai dit, j'ai un peu scrollé, j'ai un peu vu ce que tu fais. Et je trouve ça extraordinaire, vraiment. Et j'espère que tu vas pouvoir partager en toute liberté comment tu en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui avec nous et avec les autres, en fait. Donc, je vais essayer d'aller un peu dans le vif du sujet. Mais avant tout, je vais demander aussi à Eunice de te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Eunice. Je suis en Allemagne depuis 2011. J'ai commencé par des études dans un tout autre domaine. J'ai commencé par une licence au Cameroun en administration des entreprises. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai continué directement en master en logistique management, en management de la logistique. Donc, c'était un master bilingue, donc en allemand et en anglais. Et donc, une fois que j'ai eu mon master, j'ai trouvé un boulot dans une entreprise. Alors, c'est un groupe européen qui fait dans la transformation de papier, donc tout ce qui est Kleenex, papier hygiénique. Mais plutôt pour nous, on était spécialisés au niveau de notre cuisine dans tout ce qui est hôtellerie, restaurant. C'est-à-dire qu'on créait ce genre de produits pour des grosses structures, pas pour des particuliers. Et donc, j'ai travaillé 6 ans là-bas avant de changer totalement de direction et de me reconvertir dans la nutrition, la diététique. OK.
Voilà. On va revenir à tout ça un peu en détail pour que tu nous spoiles pas un peu. Donc, je vais donner la parole à Étienne pour qu'il se présente un peu. Et puis, on reviendra en détail sur toi, Inès. Étienne, bonsoir. Bonsoir, Rich, merci de m'avoir invité et merci aussi pour l'initiative. Oui, moi, c'est Étienne, je suis en Allemagne depuis 2013, fin 2013, et j'ai un parcours assez normal, c'est-à-dire les études, les cours de langue d'abord, après les études et commencer à travailler. C'est un peu ça, quoi. Groupe Gesagt, c'est ce que je peux dire sur moi. OK, OK. Pour un peu entrer dans le vif du sujet, Étienne, tu peux nous dire un peu pourquoi tu as quitté le Cameroun? Du moins, est-ce que c'était un plan prévu, c'était un truc prévu depuis longtemps ou c'est une opportunité qui s'est saisie pour que tu puisses arriver où tu en es aujourd'hui en Allemagne? Oui, j'ai quitté le Cameroun parce que c'était la voie la, la plus sûre pour réussir. Parce que on est tous Camerounais, je crois, ici. On sait comment ça peut être très difficile de réussir. Étant au Cameroun, on peut bien être qualifié, diplômé, c'est assez difficile, quoi. Et pour la petite précision, j'ai quitté le Cameroun pour l'Afrique du Sud pour l'Allemagne. Et depuis, je ne suis pas encore rentré. J'ai étudié électrotechnique et pour plus de précision, j'ai d'abord étudié en Afrique du Sud. J'ai un diplôme en Afrique du Sud. Je suis arrivé en Allemagne et j'ai dû recommencer en niveau 1. Ça fait partie Donc, des... ton départ du Cameroun s'est fait comment? Parce que je vois, par exemple, il y a certaines personnes qui, depuis la troisième, savent qu'ils vont voyager. Tu vois, un peu depuis la troisième ou la secondaire. Il y a d'autres qui ont eu le bac et puis l'opportunité s'est présentée, ils l'ont saisi. Pour toi, ça s'est passé comment? Avant de, pour, du moins pour l'Afrique du Sud, disons, commençons par là. pour le Cameroun, pour l'Afrique du Sud, il n'y avait pas trop le problème de la langue puisque je parlais déjà étant au Cameroun, en Afrique du Sud, on parle anglais. Donc, c'était juste... et j'ai eu de la famille en Afrique du Sud qui m'a aidé dans la procédure. La demande de visa s'est bien passée. Ça a été assez facile. Je peux aussi dire la même chose de l'Afrique du Sud pour l'Allemagne. C'était juste avoir le baccalauréat, avoir une connaissance assez suffisante en anglais. Les deux conditions, je les avais le moment où j'ai demandé le visa. Et quand tu commençais pour l'Afrique du Sud, pourquoi ne pas avoir choisi l'Allemagne directement? Pourquoi être passé par l'Afrique du Sud? Et ça fait partie des confusions que j'ai eues dans mon parcours. Étant donné que quand j'ai eu mon baccalauréat, j'ai d'abord commencé avec les cours de langue, étant au Cameroun. En Et on allemand? s'est, oui, les OK. cours d'allemand au Cameroun, j'ai commencé avec le projet allemand avant de changer pour le projet Afrique du Sud. Ça fait partie de la confusion de quand on vient de finir le bac, on ne sait pas où on va aller, on écoute l'oncle dit OK. ça, la tante dit ça, le papa dit ça, on est confus et on n'a pas, puisqu'on s'y connaît nous-mêmes, on ne s'y connaît pas trop bien nous-mêmes, puisqu'on n'a jamais été dans ces pays-là, on n'a jamais étudié dans ces pays-là, quoi. Donc, j'ai pris ce qui était le plus abordable. Pour être honnête, je n'aimais pas les langues, donc il fallait que je prenne d'abord. Dès que j'ai vu l'opportunité de l'Afrique du Sud, j'ai dit, OK, là-bas, au moins, je vais pas avoir à apprendre l'allemand. Je connais déjà l'anglais. Donc, c'est pour ça que j'ai OK. opté, dès que l'opportunité est venue, j'ai pris les livres d'allemand, là, j'ai jeté ça à côté, quoi, sans savoir qu'après, ça pourrait me rattraper. Parce que quand je Mhm. pars, c'est qui le Cameroun pour l'Afrique du Sud, je ne pensais pas que j'aurais un jour désiré encore quitter l'Afrique du Sud pour l'Allemagne. Moi, c'était pour vivre en Afrique du Sud et rester là-bas, quoi. C'était un OK. peu ça. Et de ton côté, Nice, ça s'est passé comment? C'était une opportunité ou c'était un projet mûri dès le secondaire? Non, non, non. En quittant le Cameroun pour l'Allemagne, ce n'était pas du tout, c'est quelque chose, voyager pour l'Allemagne ne m'a jamais effleuré l'esprit. Ça a été, c'est les aléas de la vie. Je suis venue en regroupement familial, c'est-à-dire que j'ai épousé quelqu'un qui vit en Allemagne et donc puis j'ai dû interrompre mes études au Cameroun et venir en Allemagne dans ce cadre-là. Donc ça n'avait Et vraiment rien à voir. Je si tu n'avais as jamais la vraiment. langue, ça n'a pas été compliqué. Comment? La procédure de regroupement familial, elle n'a pas été longue, ça n'a pas été compliqué dans ce schéma-là. Ah non, non, le tout repos, c'était très compliqué parce que j'ai essuyé un refus. Donc, la première fois que j'ai fait une demande, il y a eu un refus.
pour des raisons qui étaient liées, bon, c'était des lois allemandes. Donc, j'ai attendu quand même 2 ans au Cameroun avant de pouvoir obtenir un visa euh, pour arriver ici. Ça fait que pendant ce temps-là, j'ai dû interrompre mes études et faire des sortes de petites formations sur le côté parce que je ne pouvais pas, j'avais déjà obtenu ma licence et je ne pouvais pas lancer un master sans savoir si je l'aurais fini là-bas et si, une fois arrivé ici, on aurait reconnu mes matières. Donc, j'étais un peu en stand-by, j'étais entre deux chaises. J'étais obligée de faire des petites formations qui auraient pu me servir plus tard, comme l'anglais, l'informatique, ce genre de choses qui aident toujours. Et donc, pendant ces 2 ans-là, c'est ce que je faisais en attendant d'obtenir le visa. Donc, la deuxième fois, tout s'est bien passé, heureusement, et je suis arrivée. Ok, super. Donc, et à ton arrivée en Allemagne, tu arrives à quel moment de l'année, en été ou en hiver? J'arrive en mars. C'est censé être la fin de l'hiver, mais il fait quand même extrêmement froid, surtout que c'est à Munich. Donc, il fait très, Oh, très, très froid là-bas. Il y a encore plein de blocs de glace et tout. Donc, j'ai quand même connu le froid avant les beaux jours. Et directement, je suis arrivée un samedi, lundi, je devais commencer avec les cours de langue. Donc, il fallait que je sache comment est-ce qu'on prend le train, sachant qu'on vivait dans un tout petit village où on était les seuls noirs, je crois. C'était un petit patelin où, je sais pas combien de personnes vivaient là-bas. C'était vraiment le genre de petit patelin où il y a une seule route principale qui dure même pas 1 kilomètre. Voilà, où il y a un bus toutes les 3 heures et tout. Ça a été assez intéressant de vivre là-bas. C'était intéressant de commencer par là. Voilà, donc j'ai dû apprendre rapidement dès le dimanche comment on se déplace pour prendre le bus jusqu'à la gare, ensuite de la gare jusqu'au centre de Munich, ensuite de Munich jusqu'au centre de cours et vice-versa. Donc, et ça s'est bien passé? Tu as appris c'est bien aussi vite que passé. tu le voulais? Oui, 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 ça s'est bien passé, heureusement. J'ai eu de la chance parce que dès le lundi en question, j'ai retrouvé des camarades de classe qui étaient camerounaises et qui étaient arrivées depuis un certain temps déjà. Donc, elles ont pu m'aiguiller un peu pour rentrer. Rapidement, j'ai Mhm. pris le rythme. Mm. Ok, Mais ok, je est-ce que vois. ça n'a pas été compliqué, vu que avec la langue, au niveau de la langue, est-ce que c'était pas compliqué pour toi, en fait? Vu que toi, tu Non, es c'était pas venu. compliqué. C'était pas compliqué parce que vu que, bon, pour la procédure pour obtenir un visa regroupement familial, euh, en termes de langue, on n'est pas aussi demandeur que pour les études. Mais vu que moi, je venais de toutes les façons continuer mes études, je m'étais pas arrêtée au A1. Donc, j'avais continué Ok. jusqu'au B2, je sais plus. Donc, je maîtrisais quand même la langue. Ça allait, ça allait. Et j'avais fait ça. Et j'ai vraiment eu tout le temps, avec le refus de visa et tout, j'ai vraiment eu tout le temps de faire mes cours de langue et de pouvoir être assise quand même niveau langue. Ça allait. Vraiment, je ne m'en faisais pas de ce niveau, de ce côté-là. Et vraiment, ça a été très smooth. Le seul problème, c'était que, bon, comme j'ai dit, c'était en Bavière. Donc, ils ont leur dialecte là-bas. Quand ils parlaient ça, moi, je comprenais rien à rien. Donc, je comprenais pas ce que les gens du petit village là me disaient. Je comprenais pas. C'est quand Mhm. j'arrivais à Munich que ça allait. Voilà. Mais quand les voisins me parlaient, je comprenais rien du Ok. Et tout. tu as dit que tu venais faire une filière en anglais aussi. Donc, ça veut dire que tu as étudié en anglais au Cameroun? Non, pas du tout. J'ai fait des cours d'anglais pendant les vacances et également en attendant d'avoir un visa pour l'Allemagne. Mais au pays, je n'ai jamais fait de filière bilingue. Ok. Étienne, ça veut dire que quand tu vois son parcours, tu vois elle arriver, toi, qu'est-ce qui te fait quitter de l'Afrique du Sud à l'Allemagne? À quel moment est-ce que ça te déclenche en fait que tu veux quitter l'Afrique du Sud? Parce qu'à la base, comme tu as dit, c'était ton objectif de vivre là-bas. Pourquoi est-ce que ça a changé? À quel moment ça a changé? Dans la recherche du boulot, c'est un pays Donc, tu as assez... fini tes études là-bas. Ouais, j'ai fini mes études Ok. là. Dans la recherche du boulot, ils sont assez très, très conservateurs dans le sens où ils privilégient beaucoup plus les Sud-Africains. C'est-à-dire qu'il y a une société qui est venue chez nous, je faisais partie des meilleurs, et il y a une société qui était venue carrément nous, pour choisir, pour aller travailler. Et parce que j'étais Camerounais, je suis passé, je n'ai pas été choisi. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de refus, beaucoup de refus, et ça a duré sur 6 mois, 7 mois, et c'est là où j'ai eu la chance que j'avais aussi de la famille ici. Tu fais quoi depuis? Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait mes études ici, je ne trouve pas. On a enclenché la procédure de l'Allemagne.
Ça allait assez rapidement puisque les Sud-Africains ne voyagent pas, c'est-à-dire qu'à l'ambassade, ils veulent les gens qui voyagent, quoi. Ils demandent de voyager. Lorsqu'ils voient que tu es étranger, ils veulent au moins se rassurer que, OK, tu faisais quelque chose en Afrique du Sud, pas que tu es venu en Afrique du Sud juste comme intermédiaire pour partir en Allemagne, quoi. Mhm. J'ai pu présenter mon certificat de fin d'études. J'avais dû montrer aussi les petits jobs que je faisais à côté au cybercafé pour montrer que j'étais occupé. Et ça s'est passé rapidement. Et j'ai eu le visa et après, je suis revenu ici. Ça veut dire qu'il ne demande pas le même niveau de langue qu'on demande au Cameroun, c'est ça? Non, non, non. Je suis arrivé en Allemagne sans cours de langue. Je suis arrivé avec un visa. Sur la lettre du visa, c'était écrit que je devais commencer les cours ici au niveau A1. Ah, ok. Au Waouh, niveau donc A1, ça veut dire que après avoir tu es arrivé pratiquement sans notion en allemand parce que fait si tu commences au et niveau A1, ça veut dire que l'objectif pour eux, simplement, pour toi, était que, pour eux, c'était que tu voyages en fait pour arriver là-bas et puis commencer les cours tels que tu l'expliques. c'est un grand avantage. Un grand avantage. Et dans la lettre, c'était écrit que je devais finir ces cours de langue. J'avais directement sous la sauce, c'est-à-dire la place à Oui. l'université. Donc, c'était lié. Je suis arrivé, j'ai tapé carrément un an de cours de langue. A1, B1, C1 jusqu'au C1. Ça m'a pris un an, j'ai eu le DSA et j'ai commencé à étudier directement après, je crois. C'est assez rapide, hein. Un an pour le C1, c'est que tu as été. Ça veut dire que tu n'as repris aucun niveau. Non, 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 je n'ai repris aucun niveau, mais j'étais pressé, j'étais un peu pressé de composer le DSA parce que pour dire vrai, j'ai un peu de frustration déjà que puis j'envoyais déjà un peu les demandes pour que les papiers aillent rapidement. J'ai dû demander la place là-bas en bachelor, bien que tu avais un diplôme. Mais sur le territoire, je vois lorsque j'envoie les demandes universitaires, on dit que non, le diplôme que tu as eu, parce que c'était un peu comme une formation, ici, ça n'a pas été reconnu. Dès que j'ai fini avec mes cours de langue, et je me suis rendu compte que je risque de recommencer à niveau bachelor, au niveau 1 université. C'est là où le stress a un peu commencé. J'ai envoyé j'ai demandé la place dans plusieurs universités, ça revenait toujours avec le même résultat. Donc, j'ai traversé une phase où il fallait que j'acceptais cette idée de recommencer De au niveau, commencer. Oui, Mhm. oui. malgré le diplôme que j'avais déjà. Et je crois que c'était une période de 3 mois, mais qui était vraiment plus dure que pendant tous mes périodes de cours de langue, quoi. Mhm. Parce que pour commencer, c'était assez difficile. Je me rappelle encore la période, j'ai fermé tous mes réseaux sociaux. Je ne voulais entendre parler de rien, rien. Et J'imagine. ouais. Mais J'imagine. après, lorsqu'on regarde derrière, on dit, ouais, ça, il fallait le faire tout simplement. Il fallait fermer les yeux et le faire, quoi. Ça en valait la peine. Ça valait la peine, exactement. Ok. Revenons un peu vers Eunice. Alors, Eunice, tu es arrivé, tu as fait les cours de langue. Je veux savoir, en fait, parce que tu as une arrivée assez différente de nous. Tu arrives déjà tu arrives chez quelqu'un c'est pas, dans un environnement différent, je vais dire ça comme ça, parce que c'est ton mari qui te reçoit. Tu es un peu plus en sécurité. Comment ça se passe ton premier mois, ta première année? Alors, ma première année, ce qui s'est passé, c'était vraiment le plus gros souci que j'ai eu, c'était vraiment les déplacements. Je n'ai pas eu de soucis majeurs. Les déplacements et puis la nourriture. C'est-à-dire que j'étais très bien entourée. J'avais mon mari et puis à côté il y avait certains Camerounais également, un couple de Camerounais, plusieurs couples de Camerounais même. Donc il y avait des gens chez qui je pouvais poser des questions, avoir des réponses. Oui, oui. C'était des personnes qui avaient déjà étudié, qui travaillaient déjà. Donc Ouais. de ce côté-là, je n'ai vraiment pas eu de soucis. Mon gros problème a vraiment été de m'intégrer, de finir au plus vite, d'obtenir au plus vite le DSA ainsi que le TOEFL, qui est là le TOEFL. Donc, vous Oui, savez ce que c'est le oui, le TOEFL. niveau équivalent en anglais, pratiquement. Oui, oui. Exactement, exactement. Et donc, la première année, c'était ça. Et je ne sais plus exactement quand est-ce que j'ai eu mon DSA. Je sais que le cours de langue où je suis arrivée, j'ai fait je sais plus jusqu'à, donc c'est pas là-bas que j'ai eu mon DSA en tout cas. J'ai dû changer de centre et c'est là-bas, au deuxième centre là, que j'ai eu mon DSA. Mais je l'ai eu plutôt rapidement. Je l'ai eu plutôt rapidement. Par contre, le souci que j'ai eu et que vous n'avez sûrement pas eu, c'est que il y a eu une grossesse qui s'est pointée. Oui. Voilà. Et donc, j'avais même pas encore mon DSA et c'était chaud parce que
ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu. J'avais Uh-huh. beaucoup de pression sur mes épaules parce que ça faisait 2 ans, presque 3, que j'avais eu ma licence et que ma vie était un peu, c'était arrêté en fait ma vie, je veux dire Je l'école. comprends. Un peu chamboulé. Et mon papa, lui, était intransigeant dessus. Pour lui, c'était quand est-ce que tu recommences l'école? Parce que tous ces trucs de cours de langue que tu fais, oui, je fais les cours d'allemand, je fais les cours oui, mais quand est-ce que tu commences le master? Tout ça, c'était son problème. Parce que lui, il avait déjà prévenu mon mari à l'époque quand il était venu demander maman, elle doit finir l'école. Et donc, il faut qu'elle ait son master. Il avait dit OK. Donc, il passait le temps à appeler, il m'appelait pas moi, il appelait lui. Il demandait quand est-ce qu'elle commence Ouais. l'école. Ça faisait une pression que j'avais sur les épaules parce qu'il fallait que je commence l'école. Donc, les soucis sont arrivés après la première année, après mon DSA, quand il a fallu que je fasse des demandes pour intégrer l'université ici en master. C'est là que j'ai eu de gros problèmes parce que au niveau du fameux ANEK, donc la reconnaissance des Ouais. diplômes, la licence que j'avais obtenue avec beaucoup de difficultés, beaucoup de travail. J'ai eu mes 13 sur 20, presque 14. Ici, ils ont estimé, ils ont mis ça, ils ont dit que c'était un drive presque un fiel. Uh-huh. Ouais. Et quand tu veux avoir un master dans le pays ici, on te demande genre, si tu as, zwei 1,8 comme, environ. Oui, 2. donc, zwei comme 5, dans la Ok, majorité oui. des universités où j'avais postulé. Et moi, ça m'énervait parce que je savais que les 13 sur 20 que j'avais, s'il fallait qu'un Allemand, un étudiant allemand ici aille faire ça au Cameroun, je ne pense même pas qu'il aurait eu un ZEX. Il aurait eu Uh-huh. une note qu'il aurait disqualifié. Donc, moi, je trouvais ça déjà hyper injuste. Et Ok. donc, moi, c'est la première grosse frustration que j'ai vraiment eue parce que je me suis dit, on ne reconnaît pas mon diplôme à sa juste valeur. Donc, Ça veut dire que ton choix d'université, c'est alors restreint, en fait, à ce moment-là. Tu n'avais plus le choix. je me souviens que j'ai postulé à l'université de Munich et que on m'a demandé, dans le cadre de ma candidature à une place en master, on m'a demandé de faire une présentation. Et je n'avais jamais fait de présentation en allemand. Je savais même pas que présentation voulait dire exposé. Pour vous dire à quel point j'étais perdue. Et on m'a donné un Uh-huh. thème. On m'a dit, ce sera tel jour que vous allez venir exposer. Vous devez venir présenter tel truc, donner, comment ils appellent ça, les petits trucs que vous devez donner quand vous allez exposer pour que les gens puissent se retrouver là. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Donc, j'ai fait ça vraiment, euh, out of the blue, c'est-à-dire que j'ai dû apprendre sur le tas. C'était vraiment, Uh-huh. comme ils disent, on me jette dans l'eau froide et j'apprends à nager directement, quoi. Donc, c'était Uh-huh. exactement ça. Et c'est là que j'ai subi aussi les premiers regards en coin. C'est déjà une université genre élitiste. C'est apparemment une université où c'est pas, voilà, quand tu étudies là-bas, apparemment, étant donné déjà que Munich, c'est une ville où apparemment les gens, voilà, c'est un peu, Oui, on te regarde j'imagine un peu ce de que tu haut. veux. Bah, à Uh-huh. l'université, là, quand tu viens pour postuler pour le master, je vous laisse deviner les regards que les personnes, le jury qui m'écoutait, le regard qu'on me lançait, on me détaillait de la tête aux pieds, des Uh-huh. pieds à la tête. J'étais là avec mon allemand qui était, bon, à l'époque, ça va, je me Obligé. débrouillais, Ouais. mais clairement, quand ils me regardaient, ils étaient en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait là, quoi. Donc, Elle j'ai nous fait perd du temps. plusieurs, comment? Oui, je disais, elle nous perd du temps. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle nous perd du temps. Oui, c'était clairement ça. C'était clairement ça. Ils étaient là parce qu'ils devaient être là, quoi. Genre, parce qu'ils pouvaient pas faire autrement. Ils vont suivre la Uh-huh. procédure, mais après, ils vont gentiment me recadrer. Voilà, madame, allez voir Déjà, ailleurs. tu continuais dans la même filière que tu avais fait au Cameroun, ou bien tu avais choisi une autre filière. Non, c'était c'est pas la même filière que j'ai faite au Cameroun. C'était toujours dans le domaine de la logistique et du supply chain. Ok. C'est ça que je voulais faire en master. C'est ça que je voulais Ok. faire. Ouais. Donc, je n'ai pas obtenu de place du tout. Je crois que c'était le Uh-huh. semestre Uh-huh. d'hiver. Je n'ai pas obtenu de place du tout. Et donc, quand je n'ai pas obtenu de place, ben, j'ai décidé de rester tranquille chez moi et d'accoucher au calme. Et donc, quand je finis d'accoucher, je me calme un peu et puis je me dis, OK, quand l'enfant a 6 mois, je me dis, le prochain semestre, il faut que je recommence à postuler. Et donc là, j'ai commencé à élargir. Je ne suis plus restée à Munich et tout. Je me suis dit, je vais élargir. Je vais regarder Uh-huh. un peu autour dans les États qui sont autour de la Bavière.
Et étant donné que mon mari, lui, à l'époque, il devait de toutes les façons changer de poste, on quittait la Bavière de toute façon pour le Baden-Württemberg. Il m'a dit, regarde donc dans le Baden-Württemberg, parce que plus on va là-bas. Donc, j'ai postulé à Heilbronn, à Stuttgart, à Heidelberg, j'ai postulé partout. Et je ne sais pas, j'ai une amie qui aujourd'hui vit à Friedberg et qui était même là aussi lors du workshop la dernière fois où Viviane était là. Elle m'a dit, il y a une ville, une toute petite ville apparemment, et ils prennent les gens. Ça s'appelle Fulda, demande là-bas. J'ai postulé là-bas. Fulda. Et vraiment, l'expérience était totalement différente. C'est-à-dire que où les gens demandaient directement le bulletin du Anerkennungsstelle de Constance là pour voir mon niveau. Eux, ils ont demandé mes propres diplômes parce qu'ils avaient au service des étrangers quelqu'un qui devait s'en occuper. C'est-à-dire que la reconnaissance, et eux, ils s'en occupaient eux-mêmes. Voilà. Donc, j'ai fait la demande là-bas, genre, parce que je me suis dit, OK, je vais faire. Si on prend là-bas, pourquoi pas? J'étais prête à prendre le bébé et aller là-bas toute seule, trouver une chambre et me débrouiller, quoi. Et c'est allé très, très facilement. Il n'y a pas eu de moindre hic. Et c'est là-bas que j'ai obtenu une place. Et ton mari, comment il réagit à ça, vu que il va vers le Baden-Württemberg et toi, tu vas à Fulda? Il n'était pas content du tout. Je me mets à sa place aussi quand même, donc mais aussi, bon, tu avais fait quoi? Tu avais fait presque 1 an à la maison à cause de la grossesse, bien plus d'1 an. Beaucoup puis, plus. tu voulais, avec la pression du papa, tu voulais te relancer ici, oh, oui, j'imagine. Voilà, c'était presque 2. J'ai commencé là-bas en mars 2012. Je suis arrivée en mars 2010. Donc, ça fait il y a 2 ans que j'étais là. Okay. Voilà. Donc, il n'était pas d'accord. Et c'est la personne qui a fait qu'il a dû changer d'idée, c'est mon père. Mon père lui a dit, donc tu veux me dire qu'elle a enfin une place après toutes ces tribulations-là. Et tu es en train de dire qu'elle ne va pas continuer l'école. Il a dit non, papa, elle va continuer. Imagine, super. Super. Et tiens, chez toi, alors, comment se fait le choix de la ville, le choix de la filière, avec tout le choix que tu avais? En Allemagne, dans presque chaque ville, il y a une université. Comment tu fais pour choisir où tu vas étudier et comment tu choisis ta filière? J'ai choisi la filière d'abord, je ne devais pas souffrir. Les trucs que j'ai... Souffrir, c'est-à-dire? Pardon? Souffrir, c'est-à-dire? OK. OK. Oui, oui. À Gießen. Et ouais, dans cette université-là. Et j'ai eu la place des deux, quoi. Mais j'ai choisi Gießen parce que j'avais appris qu'il y avait une communauté camerounaise très forte à Gießen. Donc, je suis allé là-bas, j'avais aussi ma cousine aussi là-bas, elle m'a aussi aidé trouver la maison, tout. Ça s'est bien passé, les premiers semestres, c'était assez rapide. Les difficultés ont un peu commencé à partir de 4e semaine, on commençait un peu avec les labos, les pratiques comme les BH. Non, ça s'est bien passé, les débuts surtout est passé sans problème. OK. Et pendant les études alors, toi qui n'aimais pas la langue, comment tu as fait au début? J'ai dû faire avec. C'était pas évident. Le choix que j'ai fait électrotechnique, c'était aussi un choix dans le sens où je n'ai pas besoin de beaucoup lire. Il y a beaucoup les formules. Là, tu lis les formules, ça va quoi. Il n'y a pas il y a pas tellement à lire. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas eu des difficultés. Mais dès ça, comme je disais, j'étais pressé de commencer avec les études, c'est-à-dire que j'étais déjà au B1. J'ai tenté déjà un peu le DSA. Bien que j'ai l'argent dans ça, je voulais seulement finir. Et après, je suis parti à Mannheim, j'ai eu mon DSA à Mannheim. Et j'ai eu la place à Gießen, j'ai commencé à étudier. C'était, comme je dis, les 3 premiers semestres je n'ai échoué aucune matière les 3 premiers semestres. OK. J'avais les matières que j'avais déjà fait en Afrique du Sud, les mathématiques étaient tellement faciles. Tout s'est bien passé. J'ai commencé à échouer une matière seulement quand j'étais au 4e semestre. Donc, c'était assez rapide, quoi. Mais en cours, en fait, avec vu que le cours est en allemand, c'était en allemand, quoi. Et avec les Allemands, des fois, vous avez les labos à faire, la langue, en fait. Tu as pu vite
apprendre la langue pour pouvoir en fait communiquer, du moins passer tes frustrations, ou bien de temps en temps les présentations que tu avais à faire, ça se passait bien? Ouais, je n'avais pas le choix à ce moment-là. J'avais déjà le DSA. J'avais déjà le Oui. DSA. C'est-à-dire que je communiquais déjà en allemand, j'échangeais en allemand, j'écrivais déjà les mails, je lisais déjà, ça s'est bien passé. J'ai pu vaincre cette peur de la langue et ça s'est bien passé, quoi. La communication avec les amis, les Klasor, le Klasor Vorbereitung. Mhm. Au fur et à mesure, c'est que j'ai aussi remarqué qu'au fur et à mesure que j'écrivais les examens, la peur de l'inconnu de la langue, ça Ça diminuait. disparaissait. Et aussi, je C'était n'avais un pas peu. le choix. Mhm. Exactement, je suis en allemand, je dois communiquer en allemand, je serai appelé à travailler en allemand, donc cette peur-là doit disparaître. Ok. Et de ton côté, Eunice, vu on ne fréquente pas juste avec les Camerounais et on est obligé d'avoir contact avec ceux qui vivent ici, du moins les professeurs, minimum les professeurs, et des fois même les camarades de classe pour faire certains devoirs, pour demander certaines anciennes épreuves. Comment ça s'est passé avec toi au début avec la langue? Et est-ce que ça s'est amélioré avec le temps comme chez toi? Oui, je n'ai pas eu de gros problèmes avec la langue. Moi, j'avais un souci, vu que j'étais avec l'enfant, mon problème majeur au premier semestre de master, ça a été de jongler entre les horaires de crèche de la petite et les cours. Heureusement, Mhm. en master, c'est pas trop prenant, c'est-à-dire qu'il y a, les horaires de cours sont assez flexibles. Il y a des jours où tu n'as même pas cours, en fait. Et j'ai eu la chance, oui, oui. Et puis, j'ai eu la chance, quand je suis arrivée, le premier jour de crèche, de trouver deux femmes camerounaises qui avaient leurs enfants également là-bas. Et puis, il y a l'une qui s'est rapprochée de moi, qui s'est présentée et qui m'a dit que, en fait, vu que les horaires de crèche étaient assez réduits, on n'avait pas eu de place dans la crèche principale de l'école. Donc, il y avait eu une crèche un peu de secours qu'on a créée pour pouvoir combler un peu et Je répondre. vois. Et c'était jusqu'à quelle heure? Ouh, ça dépendait des jours, mais en gros, c'était chaque jour 4 heures de temps. Oh. Euh, oui, c'était pas beaucoup. C'était pas beaucoup. Donc, ce qu'on a fait, elle et moi, vu qu'elle était aussi au premier semestre, ce qu'on a fait, elle et moi, c'est que vu que j'avais trouvé un studio en tuition method, donc je sais pas comment on dit ça, Mhm. j'avais trouvé ça juste en face de l'université, du campus. C'était vraiment une aubaine. Je vivais là-bas avec la petite. C'était un petit studio pour le premier semestre. Donc, ce qu'on a fait comme arrangement, c'est que euh, quand la crèche n'était pas ouverte et que j'avais cours, et que elle n'avait pas cours, elle pouvait rester avec les deux petits chez moi, vu que niveau emplacement, Ok. j'étais la mieux située. Et puis, je faisais pareil avec elle. Donc, je restais avec les deux enfants pendant qu'elle allait faire cours. C'est vraiment ce qui a sauvé mon premier semestre parce que à la fin du semestre, je m'en suis sortie, vraiment, j'ai tout validé. Et après ça, quand mon mari a vu que j'avais tout validé, il y a un de ses potes qui restait également avec l'enfant parce que sa femme est allée travailler dans une autre ville. Il lui a dit, donc, prends l'enfant et finis vite. Parce que si ce premier semestre, elle a pu valider avec l'enfant, si tu prends l'enfant pour le reste des 2 derniers semestres, parce que c'était 3 semestres de formaison et un semestre de stage, ça va aller rapidement. Donc, c'est mieux que tu fasses ça et puis tu prends l'enfant Et à et ce puis, moment-là, ça veut dire il vivait dans le Baden-Württemberg et tu vivais à Fulda. voilà. Et je faisais des allers-retours pour les week-ends. Ça ne devait pas être facile, hein? Surtout pour l'enfant aussi. Heureusement, c'était une enfant, comment dire, c'était une enfant qui s'adaptait à tout. C'est-à-dire qu'elle s'est adaptée à Fulda. Et puis, quand j'étais pas là, elle s'est adaptée. Du moment que tu lui ramenais son petit, elle aime bien les maracuyas. Quand tu lui ramenais ses petits Oui. maracuyas, elle vient. Ok. Elle est tranquille, elle est contente. Quand tu pars, elle te dit bye bye, vous parlez en Mhm. semaine, elle te raconte sa journée. Et puis, c'était un rythme qu'elle avait déjà adopté, en fait. Donc, à la fin du cursus, quand j'ai fini mes 3 semestres de formaison, j'ai trouvé un stage à 30 minutes de la maison en train. Donc, c'était vraiment cool. Donc, dès que j'ai fini les formations, je suis repartie et j'ai commencé mon stage là-bas. Ok. Et est-ce que vous avez eu à faire les devoirs en groupe avec Oui, avec d'autres les gens, Allemands. d'autres étrangers, d'autres Allemands? Oui, Ça se passait comment? pas très bien. Bon, je sais, oui, parce que l'expérience est forcément différente. Il y a eu des travaux où on était juste des Camerounais
et d'autres où on était on était un peu mélangés. Oui, Et à chaque fois, il y a toujours eu des soucis, soit de comportement condescendant vis-à-vis des Allemands, soit je sais pas, je sais pas comment on dit entitlement. C'est-à-dire que quelqu'un estime, par oui. exemple, que euh, vous devez rester tranquille, vous calmer. Il vous dit comment les choses se passent, comment les choses doivent être écrites, et vous devez seulement dire amen parce que comme lui, il est allemand, il est censé tout vous dire et vous devez accepter. J'imagine. Voilà. Je comprends bien la situation que tu décris. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans un groupe d'exposés et puis vous vous répartissez les tâches. Tout à- Vous arrivez pour travailler, vous êtes censé discuter. Lui, il te dit que toi, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Voilà. Le chimiste a tout préparé pour toi. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Donc, c'est un peu ce Voilà. genre de... C'est Et vous exactement avez ça. géré ça comment? Donc, on lui a dit que c'était pas possible. On lui a dit que Ok. c'était très gentil de sa part, mais que ce n'était pas possible, qu'il était un étudiant au même titre que nous et qu'il n'avait pas à se sentir. Supérieur à vous. Comment? À se sentir supérieur à vous. Oui, mais on n'a pas dit supérieur. On était de lui faire comprendre que c'était un peu difficile de prendre une telle position. Il n'a pas à sentir qu'il vient nous sauver. Tu vois ce que je veux dire? À avoir Mhm. l'impression que comme il est là, on n'a pas à s'en faire. Il va nous dire exactement. Et puis après, il faudra le remercier parce que, waouh, comment on aurait fait sans lui, quoi. Et il y a eu il y a eu des petites piques qui ont été échangées, des petits clashs, mais je pense que c'était important. Il y a eu un autre événement qui s'est produit je m'en souviens toujours jusqu'à aujourd'hui. On devait, on devait former des groupes et le prof avait fait passer une feuille. Donc, il avait déjà délimité, c'était 6 personnes par groupe, 6 ou 5. Mhm. Et la feuille passait de table en table et chacun mettait son nom où il voulait. Donc, si on met groupe 1, Mhm. groupe 2, tu mets ton nom où tu veux. Et il y a une de mes camarades qui a mis son nom dans un groupe. Et puis, quand la feuille est revenue chez le prof a dit, il y a quelqu'un qui ne s'est pas inscrit dans un groupe ici. Et il a demandé pourquoi elle ne s'était pas inscrite mais elle a mis son nom. Il se trouve que elle avait mis son nom et puis il y a quelqu'un qui avait barré et qui avait mis son nom à la place. Wow. Parce que le groupe où elle s'était inscrite, c'était un groupe de personnes apparemment qui se connaissaient, qui voulaient travailler ensemble. Et Rien c'était n'était légal. tellement irrespectueux qu'elle a dit, il est hors de question qu'on enlève mon nom et qu'on estime ensuite que je dois me chercher un autre groupe, alors que le but du truc, c'était de former des groupes de manière totalement, euh, comment dire ça, c'est pas hasardeux, Transparent. Transparent. Oui, de manière Aléatoire. totalement transparente. aléatoire, merci. C'est ça. Et ce qui m'a choqué le plus, ce n'est même pas le fait qu'on ait biffé son nom et tout, c'est la réaction du prof. Le prof a pris le parti des Allemands qui avaient fait ça. Ok. Et là, c'est devenu, le cours s'est gâté. Donc, nous, les Camerounais, on est sortis, quoi. On s'est dit, non, c'est pas possible. C'est pas Wow. possible que vous soyez d'accord avec ce genre de pratique. C'est pas possible. Et donc, on est sortis. Et après, pour finir, bon, elle n'est pas restée dans un groupe comme ça, où elle est seule contre, tout un groupe de personnes qui se connaissent entre eux et tout. Donc, Mhm. finalement, elle est restée dans un groupe de Camerounais. Sortie dans un groupe de Ok. Camerounais ensemble. Et c'est comme ça que l'histoire s'est finie. Non, mais je trouve ça extraordinaire que vous ayez au moins réagi parce que moi, je connais des gens qui ont juste accepté cette situation-là, en fait. C'est une situation typique, en fait. Je suis Ouais. certain que beaucoup d'entre nous l'ont déjà vécu. Et je connais des gens qui ont juste accepté, qui ont, voilà, qui n'ont pas réagi, mais je trouve pas ça bien, en fait. Donc, Je sais pas le non. fait de donner vos avis montre au moins que vous n'êtes pas, vous ne vous laissez pas faire, c'est important. Eh, Hmm. Étienne, qu'est-ce que tu as eu à faire dans ce genre de situation? Oui, j'ai eu affaire à ce genre de situation, mais l'avantage, c'est que quand tu t'y connais, tu n'as peur. En fait, pour moi, l'avantage que j'ai eu, c'est parce que j'avais déjà certaines connaissances pratiques, donc je n'avais pas peur d'être seul. J'ai eu la Ok. chance au début, comme je disais, les 3 premiers semestres, c'était très facile, il n'y avait pas encore de pratique. Et là, comme j'étais déjà bon en allemand, c'est-à-dire que j'étais déjà tuteur, ça a un peu attiré un peu les Allemands vers moi. Ah, ok. Mhm. Et moi. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment connu ça. Il y avait certains trucs où
Je ressentais, ils n'aiment pas se mélanger. Ils ont peur qu'on va les tirer en bas. Ils ont peur qu'on aura des problèmes de les comprendre, tout ça. Mais j'ai remarqué, quand tu t'assois, tu connais, tu évites juste d'être dépendant d'eux. Tu évites, surtout quand tu vois qu'ils ont déjà l'attitude qu'elle a soulignée, parce que c'est une attitude qui est très commune ici dans les études. Et ça peut vraiment, vraiment affecter quelqu'un. Si tu n'as pas d'autres amis camerounaises comme toi, comme elle avait la période là, tu vas être très le genre où tu vas te retrouver dans 4 groupes, personne ne veut de toi dans les groupes. Tu vas te retrouver peut-être à faire groupe seul et aller supplier. Donc, une alternative, c'est essayer de maîtriser son domaine. Peut-être si ça arrive que tu dois faire un groupe seul, tu dois faire un groupe seul, quoi. Mais bon, je me rappelle un peu chez nous, quand je faisais les études, en fait, il y avait les groupes il y avait les exercices que tu ne pouvais pas faire seul. Le professeur exigeait que vous soyez en groupe. Tu vois, que vous soyez au moins à 2 dans un groupe. Tu as eu cette situation-là, et si tu as eu, comment tu faisais? J'ai déjà eu cette situation, comme je disais, l'avantage que moi j'ai eu, c'est que Il venait avec toi. Oui, exactement, mais j'avais déjà des très bonnes notes en mathématiques, en électronique, électrotechnique. J'avais déjà des bonnes notes. C'est-à-dire qu'ils venaient déjà avec moi. Oh, c'est ça. Tu t'es fait remarquer alors en classe, tu répondais aux les questions et tout. Bien que une fois maintenant dans le groupe, c'était un peu comme un piège. C'était des connaissances où j'avais une connaissance basique, mais j'ai contribué peut-être à 30%. Les autres ont plus contribué, quoi, dans le projet enfin en commun. Et vu que tu étais alors bon, ça veut dire que tu n'as pas eu les difficultés dans les études en tant que tel. Je prends un exemple, beaucoup connaissent le digital Facebook. Peut-être que moi en master, parce qu'en master, je connais très peu de gens en master, ils vous digital Facebook, mais en bachelor, beaucoup ont ces difficultés-là. Vu que tu maîtrisais le domaine, est-ce que tu as eu à passer par là? Oui, j'ai eu un directeur physique, c'était au 5e semestre, c'était une matière. La matière, c'est technicien mécanique. C'est une matière des gens qui font machine bois. Ça se matricule beaucoup les gens, quoi. Oui, j'imagine. Ouais, j'ai passé le dernier physique, c'était juste une liste, c'était à l'oral. Oui. Je me rappelle, j'ai tremblé, j'avais vraiment peur, quoi. Mais tu as fait comment pour te retrouver au digital Facebook, les 2 premiers examens? Comment ça s'est passé? Le problème, c'est que plus on a souvent tendance à croire que plus on a composé une matière, plus la chance qu'on la recompose encore, ça serait facile. C'est faux. Pour la première fois que j'ai échoué la matière, je crois que c'était avec 45, il fallait 50%. La deuxième fois, je me rappelle très bien des pourcentages parce que ça m'avait un peu traumatisé. Oui, j'imagine. Cette fois, c'était 36%. Avant que j'ai dit, il faut que je fasse attention. Le stress commence à monter parce qu'on connaît que le directeur Facebook laisse matriculation. Oui. J'avais vraiment peur. J'avais encore le stress que, et à la fin là que je suis arrivé, si on n'a pas reconnu mon diplôme sud-africain, encore au niveau 1, si jamais je ne marche pas, je comprenais l'histoire d'un grand frère qui avait fait comme ça et ça effrayait un peu, ça mettait un peu la pression. Oui. Mais après, j'ai eu tellement la chance, le professeur, lorsqu'il m'a vu, il a vu comment j'étais stressé, il m'a dit que non, j'ai pris tes copies des deux. C'était le même professeur. Heureusement, on n'avait pas changé. Il m'a dit, j'ai pris tes copies. J'ai vu comment tu as résolu les exercices. J'ai vu, c'était les trucs d'inattention. Normalement, ça doit bien se passer. J'ai eu travail comme un autre 80%. Audrey te fait. Et il a pris les épreuves, les autres classes. Il m'a posé les questions. C'était pas les calculs, mais il m'a demandé comment est-ce que je peux résoudre ça, quoi. Ouais. Donc, heureusement, je peux dire que si j'avais passé ça normalement, j'avais passé avec 50 ou 60, mais le fait que j'imagine, ouais. Ouais. ça Ça veut dire que d'avoir avec 80%. Ok. Ça veut dire que ton seul échec ou tu as eu d'autres échecs dans ton parcours scolaire, en fait, niveau études, niveau notes. Tu as eu à échouer d'autres matières. C'était la seule matière où j'ai eu à l'ordre de faisait. Mais tu as eu à échouer d'autres matières et tu gérais comment après un échec? Tu te préparais comment? Parce que d'autres disent que bon, après ils attendent de composer avec le même professeur, c'est-à-dire ils attendent 1 an. Si le professeur revient dans 1 an, ils vont l'attendre pour recomposer. D'autres se sentent plus confiants et partent directement avec le professeur suivant. Toi, tu faisais comment quand tu avais un échec à un semestre? Pour cette matière-là, comme je disais, c'était le même professeur. Et pour d'autres matières, j'ai composé
encore juste 2 matières où j'ai composé, où j'ai eu à composer 2 fois. C'est-à-dire que liste de voir là où ça n'a pas marché et j'essaie de mieux me préparer en allant vers les. Je n'avais pas peur de partir vers les autres qui avaient déjà passé la matière. Ça, tu avais résolu ça comment? Et comme moi, j'ai dit, j'avais déjà un background en électrotechnique. J'avais déjà. Et même les matières que j'ai échoué, c'était juste une intention. Le fait peut-être qu'au lieu de s'asseoir sur l'école, je dois aller chafouiner un boulot quelque part et je néglige un peu. Ok. Et de ton côté, Eunice, vu que tu as fait trois semestres très rapides, on va dire, donc j'imagine que tu n'as pas eu beaucoup d'échecs, on va dire ça comme ça. Je sais pas si tu as eu échoué une matière ou pas. C'est difficile en master aussi d'échouer une matière. Mais comment est-ce que tu faisais pour te préparer aux examens, pour être sûr qu'en allant aux examens, tu allais être, en plus avec les difficultés avec l'enfant, j'imagine aussi que le soir, avec l'enfant, étudier en même temps, s'occuper de l'enfant. Si l'enfant ne dort pas, c'est un peu plus difficile aussi. Comment tu faisais pour te préparer aux examens et en cas d'échec, comment tu arrivais à surmonter et te préparer aux prochaines échéances? Alors, heureusement, je n'ai pas eu d'échec du tout lors de mon cursus ici. Par contre, j'ai eu un gros épisode de stress lors de mon premier semestre quand j'étais avec l'enfant parce que pendant les compos, et c'est ça le truc avec les enfants, c'est que tu ne sais jamais quand ils vont te sortir un truc. Elle m'a sorti une varicelle et puis ça faisait que je ne pouvais pas aller la laisser à la crèche parce que elle pouvait contaminer tout enfant ou bien d'autres éducatrices là-bas. Donc, ce que je faisais quand je rentrais, c'est que je m'occupais d'elle. Heureusement, c'était une enfant, comme les Allemands disent, pflegeleicht, c'est-à-dire elle ne faisait vraiment pas de soucis. Elle se laissait faire. Pour tout, elle se laissait faire. Dès qu'elle mangeait, qu'elle était douchée, elle dormait, et c'est là que je pouvais commencer à bûcher. Or, avec la varicelle, c'était très compliqué parce que, elle souffrait. Et moi, je n'ai jamais eu de varicelle. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, peut être mortel. Donc, mais là, je n'avais pas le choix parce que je devais m'occuper d'elle et en même temps, je devais bûcher. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me suis débrouillée. Mais par contre, quand il fallait aller pour composer, j'ai dû prendre une babysitter. Donc, je suis allée sur un site, j'ai tapé que je cherchais une babysitter et j'ai précisé que c'était pour une enfant qui était atteinte de varicelle, que c'était pour quelques heures, le temps que j'aille étudier. J'ai trouvé quelqu'un. Il y a une jeune dame, une Allemande qui s'est pointée. Elle m'a dit, OK, c'est pour combien de temps? OK, il n'y a pas de souci. Elle a déjà eu la varicelle, donc il n'y a pas de souci. Et donc, elle est restée avec elle pendant, je crois que c'était 4 heures de temps. Et comme j'étais juste en face du campus, c'était vraiment juste le temps de partir un peu en avance, m'asseoir quelque part pendant 1 heure pour lire rapidement. Après, rester tranquille le temps qu'on me donne des preuves et puis revenir tout doucement. Donc, heureusement, ça s'est bien passé. Je n'avais pas, j'avais plutôt une bonne note même. J'étais partie me plaindre chez le prof parce que quand j'ai vu ma note et que j'ai demandé à voir ma feuille, il y avait certaines questions où j'estimais avoir bien répondu, où il ne m'avait pas donné de points. Et je suis allée le voir, je me demandé, mais pourquoi il ne m'avait pas donné de points et tout. Il m'a dit, ah non, parce que là, vous n'avez pas répondu comme si j'aurais aimé que vous veniez plutôt de telle façon pour prouver si mais avec le temps qui était imparti, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut faire ça? Il m'a dit clairement, honnêtement, non, je ne pense pas. Donc, il m'a pas donné mon point. Mais au moins, là, il m'a remarqué parce qu'après, pour un autre de ses cours, il me connaissait déjà et il m'avait un peu aidé pour lors de la compo. Puis c'était un oral, il m'aiguillait un peu et tout. Donc voilà, c'était vraiment le seul gros souci que j'ai eu. Euh, il y a certaines matières que j'ai réussi vraiment de justesse. Je sais même pas comment j'ai fait. C'était des matières même auxquelles je ne participais pas parce que c'était le vendredi soir. Or, le vendredi soir, à partir de midi, moi, je rentrais. Donc, j'étais même pas là. En cours. Oui. Et donc, il fallait faxer, lire, retenir. Et je ne suis pas très forte quand il faut faire ça. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai eu la note minimale. Ça m'allait. Et comment tu fais pour trouver ton practicum, ton stage? J'ai postulé. Facilement. C'était facile parce que vu que tu n'avais pas d'expérience professionnelle, on va dire, et je connais comment les entreprises allemandes font. S'ils doivent te payer, ils vont s'attendre à ce que tu aies certaines connaissances. Comment ça se passait de ton côté? J'avais fait des stages au Cameroun déjà pour ma licence. OK.
Ouais. Fait des stages, j'ai fait 2 stages, dont un stage que j'ai fait dans une entreprise pour ceux qui sont de Yaoundé, à Tongolo. Il y a une Oui. entreprise là-bas qui s'appelle Fafinsa. Ils font dans tout ce qui est fil, ficelle, et ils ont une usine sur la route de Soie. Donc, on a Ouais. beaucoup fait dans la logistique, en fait. J'étais avec 2 ou 3 camarades de classe. On a fait beaucoup dans la logistique. C'est des choses qui apparaissaient, jusqu'aujourd'hui, ça apparaît sur mon CV. Et, et donc, quand je suis arrivée à Bosch, c'est là-bas que j'ai eu le stage, c'est ça que j'ai mis en avant, en fait. J'ai mis ça en avant. J'ai mis en avant aussi le fait que bon, j'ai immigré en Allemagne et que j'ai réussi à faire un master ici. Et ils m'ont demandé mes motivations, m'ont posé plein de questions. Et puis, j'ai répondu comme j'ai pu, hein. En vrai, c'était pas bien compliqué. C'était vraiment, le plus dur a été vraiment de voyager de Fulda pour aller faire l'entretien et de revenir parce que j'ai eu très, très mal aux pieds, comme il faut toujours mettre les talons et consorts. Mais Et c'était très bien. et le stage était payant ou c'était un stage... Oui, c'était payant. C'était les 700 €, 750 qu'on donne par Ah, mois. ok. Ben Mhm. oui, oh. En 2000, c'était en 2000, quelle année? Alors, c'était en 2013. Oh, ok. 750 ou en 2013, c'était une fortune. Quand je C'était pas compare... mal. C'était pas mal. Ouais, Donc, ouais, ouais. c'est ça, ouais. Ouais, C'était ouais, ouais. c'était pas Et de ton difficile. côté, Étienne, le stage, ça s'est passé comment en électrotechnique? C'est une filière d'abord que beaucoup de gens font, Mm. que beaucoup de Camerounais font. Donc, je crois que les places sont assez limitées. Je sais pas si c'est maintenant. Bon, maintenant, les places sont limitées. Je sais pas comment c'était à ce moment-là. Comment tu as fait pour trouver un stage? Ça a été facile? Pas du tout. J'ai dû le faire dans une autre ville. J'ai dû le faire dans une ville au Bayern. La ville s'appelle Schweinfurt. Donc, j'ai dû voyager. J'avais encore 2 matières. C'est-à-dire que je revenais souvent à la FA. Je prenais souvent les jours libres pour venir faire les matières. Mon permis de conduire. C'était pas une période évidente. Trouver le stage, je peux dire, c'était, ouais, j'ai eu la chance, j'ai quand même relativement vite trouvé. Mais le stage en lui-même, à cause de la distance, c'était assez C'est compliqué. difficile. Ouais. Ok. Et tu faisais quoi concrètement dans ton stage? Quelles étaient les offres, Les tâches, quelles étaient les tâches, les tâches. tes tâches? En fait, la firme s'appelait Fresenius Medical Care. Il fabrique les appareils de dialyse. Il fabriquait les appareils de dialyse. Et lors de la fabrication de ces appareils, il y avait ce qu'on appelait les pseudo-filamètres. En français, ce sont on peut, fausses euh, erreurs, les fausses erreurs de signal, c'est-à-dire que c'est un signal qui a eu les erreurs lors de la fabrication, mais ces erreurs ne sont pas vraies parce qu'après, on réussit à monter ces compartiments dans les appareils de dialyse qu'on consomme normalement. Donc, mon devoir, c'était de trouver d'où venaient ces erreurs et essayer de les réduire au maximum. C'était ça mon devoir là-bas. C'était un devoir typiquement pour un étudiant où il y avait aussi des gens de l'entreprise, des gens calés, des anciennes entreprises qui le faisaient parce que je sais que les stagiaires, du moins ça c'est mon expérience personnelle, on te donne un truc assez facile quoi, pour ne pas te mettre aussi dans les grosses difficultés. Dans mon cas, c'était dans le sens où ils ne trouvaient pas. Il fallait quelqu'un qui ait assez de temps parce qu'ils étaient occupés à d'autres choses. Il fallait quelqu'un qui ait assez de temps pour pouvoir savoir et analyser erreur par erreur. C'est-à-dire que lors de la fabrication d'un appareil, il y a peut-être 5, 6 erreurs qui viennent. Ils ne savaient pas d'où ça vient. Donc, ils ne trouvaient pas, ils ont essayé. Il fallait quelqu'un qui ait pu se consacrer du temps à cela. Et c'était ça mon devoir. Ok. Et après, alors, tu n'as pas voulu rester, après ton stage, tu n'as pas voulu rester dans l'entreprise, ou bien ça s'est passé comment? C'est toi qui as voulu partir? Après mon stage, ils m'ont proposé j'ai fait le stage avec eux, le pratiquum, et après, j'ai même écrit mon Sabbat avec eux, j'ai fait les deux. Mais après la période là, on m'a rapproché, mais je voulais revenir dans le ISL. J'avais encore des choses ici. J'avais mon permis de conduire que je voulais finir. J'étais fatigué des allers-retours Mhm. et je n'ai pas accepté la proposition. C'était pas aussi quelque chose de fameux par rapport à, j'avais l'objectif de travail, de commencer le master parallèlement à travaillant. Ah, ok. Ouais, c'était un peu ça, quoi. Et dès que j'ai eu la place à Bingen, c'est encore une autre ville encore de l'Allemagne, je suis allé là-bas directement. Pourquoi tu n'as pas voulu t'arrêter en bachelor? Pourquoi tu avais l'objectif de faire un master? Toi, tu disais au début, par exemple, que tu étais fatigué. Tu
Tu ne voulais plus, pourquoi n'étais-tu pas arrêté? Je voulais avoir quelque chose de plus parce que avec les Allemands, il faut être très compétitif. C'est Ok. pas, je n'accuse pas, mais on sait déjà comment ça peut être difficile lorsque nous ne sommes pas allemands. Il y a déjà, souvent avec raison ou pas, il y a toujours, on s'inquiète, est-ce qu'il sera bien parler la langue, qu'il sera en contact avec le client, parce que mon domaine, c'est un domaine où je dois voir la programmation Mhm. des gros appareils d'usine. Et je devais être appelé à voyager. Donc, il fallait que je sois vraiment plus compétitif du cas ou que je mets tout tous les avantages de mon côté. C'est pour ça que j'ai commencé à faire le master. Mais après, d'un autre côté, je voulais déjà aussi l'argent, quoi. J'envoyais quand même aussi les dossiers pour travailler. J'ai eu la Ouais. place, c'est-à-dire que j'avais fait un semestre. J'ai dû arrêter, je suis allé travailler, mais en travaillant en plein temps, je continuais mon master en plein temps. Et c'était aussi pas évident. C'était pas évident et ça va, j'ai complètement fini aujourd'hui. Il faut juste écrire maintenant le master à Malte. Et cela toujours en travaillant parallèlement. C'est vrai que c'est épuisant, mais avec le temps, il y a une différence entre bachelor et master. Il y a une différence sur le plan salarial, sur le plan des positions que tu peux occuper en film, comment tu peux faire carrière, une différence. Et si quelqu'un peut le faire parallèlement, tant mieux. Ok. Et de ton côté, Nice, quand tu arrives à Bosch, quels sont les premiers off-gabe qu'ils te donnent? Comment est-ce qu'ils t'accueillent? L'accueil était assez, bon, tout dépendait de l'endroit où je me trouvais. Je suis arrivée, j'ai rencontré le boss, celui qui devait être au final celui à qui je devais rendre compte. Il m'a envoyé maintenant dans un service, vu que lui, il était le boss, il couvrait un département qui avait plusieurs services. Donc, Mhm. il m'envoie maintenant dans le service où elle est censée travailler. C'est deux salles, deux ambiances. C'est-à-dire que du côté du boss, il y a des collègues que je connais et tout. Eux, ils vont passer beaucoup plus de temps sur leurs tâches sont plus sur l'ordinateur. Ils sont très peu en contact avec les ouvriers à l'usine. Mhm. Et de l'autre côté où on m'envoie, là-bas c'est vraiment le quartier, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus c'est plus concret. Et puis Ouais. les comportements sont aussi beaucoup plus voilà. C'est pas on est un peu plus on se lâche plus facilement. Le lundi matin quand tu arrives, il y C'était a un entrepôt? c'était une usine à Ok. Weibling. Ok. On était également dans des bureaux, mais c'était vraiment différent, même au niveau des comportements, même des mentalités, c'était vraiment deux choses totalement différentes. Et moi, Ok. j'étais censée jouer justement le rôle de relier les deux parties là au moment où il y a des comptes à rendre sur Mhm. le travail, l'évolution de telle ou telle tâche. Et donc, chaque semaine, je devais jouer la modératrice quand mon chef va réunir tous les différents services pour connaître l'avancement de telle tâche. Et je dois Mhm. garder justement cette évolution-là, comme ils disent, im Auge behalten, Mhm. je dois garder un œil dessus. Ok. Et à chaque jeudi matin, je m'occupais de ça. Donc, je devais m'asseoir. Et je peux pas te mentir, les premières fois, je comprenais rien à rien à ce qu'il disait. Parce qu'en plus, dans le Baden-Württemberg, la Stuttgart, là-bas, ils ont également un dialecte. Et tout le monde dans le bureau d'en haut où je restais parlait ce dialecte-là. J'avais l'impression que, tous les ouvriers également, j'ai l'impression qu'il faut que tu comprennes ça. Il y a même Ouais. beaucoup qui affichaient des trucs de traduction là pour les gens qui ne comprennent pas. Donc, tu Mhm. es obligé pour t'intégrer, lorsque tu vas peut-être au Wareneingang, ou alors tu vas au commissionnaire, ou alors quand tu vas, tous les différents trucs là, quand tu arrives là-bas, c'est mieux si tu parles leur dialecte. Tu vois ce que je veux dire? Si tu viens avec le Hochdeutsch, on te prend différemment de si tu as fait Mhm. l'effort de venir avec des connaissances dans leur Oui, je dialecte. vois. Et donc, pour bien faire ton travail, tu es obligé d'apprendre certains termes, de prendre l'accent d'une certaine façon, de manière à vraiment pouvoir être en contact avec, c'est-à-dire que d'avoir vraiment les informations qu'il faut. Parce que
les chefs de ces services-là, c'est des gros bourrus, des papas, là, les pères, là, qui en plus, ils sont sûrement déjà fatigués, ils attendent juste l'âge de la retraite. Quand tu viens encore leur casser j'ai failli dire, des pieds avec certaines questions où peut-être sont déjà sous stress et tout, ils ont juste envie de t'envoyer balader. Donc, j'avais besoin de maîtriser certains trucs. Donc, avec le temps, j'ai commencé à comprendre petit à petit comment s'y prendre. Finalement, ça a été une très bonne expérience parce que c'était vraiment la première fois que j'étais en contact direct avec vraiment ce que je voulais faire plus tard. Parce que quand je décide de faire dans le management de la logistique, c'est parce que j'ai commencé en économie, en gestion des entreprises, sans vraiment savoir ce que je voulais faire de ma vie, en fait. J'ai fait ça parce que mon papa, lui, j'ai fait la série A. Donc, quand j'ai été orientée en A, mon père m'a dit, tu pars en littérature. Je te préviens, je ne veux pas voir les profs chez moi. Parce que j'estime que l'enseignement, c'est bien, mais c'est un métier qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et quand j'ai été donc orientée en A, ça l'a énervé parce qu'il voulait que je fasse la C ou la D. Quand je finis maintenant avec mon bac A et que je peux être intégrée dans une université, j'ai réussi le concours en gestion. Quand j'ai réussi le concours, il se dit, OK, dans ce cas, c'est bon, il n'y a pas de souci, tu fais la gestion. Donc, je suis entrée en gestion un peu parce que je ne pouvais pas faire autre chose. Et honnêtement, j'ai eu le bac à 17 ans. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je ne sais pas ce que je voulais faire plus tard. J'étais vraiment encore perdue, en fait. Et je fais un peu ça pour faire plaisir aux parents, en fait. Ouais. Donc, quand je décide de faire logistique, c'est parce que je trouve tous les autres domaines de l'économie barbants. C'est-à-dire le marketing, non, c'est pas pour moi. Le comptable, pardon, ne m'en parle même pas. Donc, tous les trucs que j'avais fait en licence et tout, il n'y avait que ce domaine-là qui m'intéressait parce que c'était vraiment terre à terre. C'était un truc où tu ne t'ennuyais jamais. Et quand j'arrive au stage là, j'entre vraiment dans le feu de l'action. Et je me rends compte à quel point ça peut être difficile. Non seulement parce que les tâches sont compliquées, tu dois courir, tu montes, tu descends, mais quand tu es dans un environnement où tu es étrangère, où tu es une petite fille, parce que d'abord, en général, c'était je traitais avec des papas. Et mon chef, le truc qu'il m'a dit et qui m'a dit jusqu'à la fin, c'est que tu ne t'imposes pas assez. Et c'est vrai, parce que moi, j'avais des difficultés à taper du poing sur la table devant un père qui peut être le père de mon père. Voilà, j'imagine un peu. Voilà, j'avais du mal. Il me disait, mais tu ne dois pas laisser passer ça. J'ai dit que donc je vais parler fort au père. Il me dit, bien sûr, c'est ton travail. Et c'est là où j'ai eu vraiment le plus de soucis au début, c'est que je n'arrivais pas à le faire. Pour moi, c'était un blocage. Et je pense que nous sommes beaucoup dans cette situation-là qui arrivons ici. Quand on arrive en entreprise, on a du mal à faire la part des choses. On se dit que manquer de respect à un père comme ça, là, non, pardon, moi je ne peux pas. Et donc, C'est un peu culturel chez nous, oui, parce que nous, on a ce respect-là pour les aînés et on se dit, voilà, ouais. C'est ça. Mais eux, ils ne voient pas les choses comme ça, hein. C'est-à-dire que si tu es dans ton droit, et si tu estimes qu'il a fait un truc qu'il ne devrait pas faire, tu dois lui dire. Et tu dois prendre ta position de je sais pas trop quoi, et puis lui dire que vous n'avez pas le droit de faire ça, je veux que vous corrigiez ça. Et moi, quand il me disait que non, je n'ai pas fait, laisse-moi tranquille, moi, je me tournais, moi, je partais parce que je me disais que ouais, le papa, si, je ne me voyais pas en train de lui tenir tête tout de suite. Mais il te disait concrètement, je n'ai pas fait. Ça veut dire que je considère ça comme une forme de... Il te prenait pas au sérieux, quoi. Parce que si... Non, je ne prenais pas au sérieux, justement. Parce que je venais aussi en mode, comme je sais qu'il est bourru, il rigole jamais, il est toujours dans sa barbe, comme ça, là. Quand je viens aussi en mode, ouais, j'espère que le père, si aujourd'hui, il est un peu de bonne humeur, parce que moi, je veux pas les problèmes. Je dis que, une chose dit gon, et tout, quand il y a une chose dit gon, oh, je n'ai pas autre chose, je dis, ok, papa, je venais souvent de ma vie. Et donc, il a fallu que je travaille dessus. Mais quand je finissais mon stage là-bas, je n'avais pas encore vraiment travaillé dessus. Vraiment pas du tout. C'était vraiment la plus grosse claque que je me suis prise en entreprise là-bas. Avec le stage, tu as continué le master Arbeit chez eux, c'est ça? Tu as fait le master, et tu as donné le thème? Non, j'ai pas continué le master Arbeit. En fait, ah là là, on risque d'être interrompu là. Il n'y a pas de problème. Si tu dois y aller, il n'y a pas de problème. Je vais juste couper la caméra. Je pense qu'elle veut manger. Il n'y a pas de problème. On va